Il y a une seule règle ce matin. C'est vous donner la parole, à vous, dans la salle, pour ceux qui veulent, et donner la parole à nos intervenants ici. On se posera quelques questions simples, et autour de ça, je le répète, vous dans la salle et tous les intervenants, vous intervenez quand vous voulez. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous avez dans le ventre? Les jeunes, parce que moi j'en ai 52 ans, les plus jeunes que moi, on va dire. Qu'est-ce qui vous motive? Pourquoi vous êtes dans ce métier? Et à quelles conditions vous partiriez? Parce que vous le savez tous, on a un problème de main-d'œuvre dans nos fermes, on en manque, et on a un problème de renouvellement. On n'arrive pas à renouveler aujourd'hui, hein. Loin, on est loin. Donc l'élevage, s'il n'y a plus d'éleveurs demain, il sera peut-être différent, on va le robotiser, très bien, mais il faudra probablement toujours des éleveurs. En tout cas, vous nous donnerez votre avis, mais c'est le mien. Donc à partir de ça, vous dites ce que vous voulez. La règle est bien claire, hein. Si vous levez la main, si vous criez dans la salle, je vous donnerai la parole. Sauf si vous insultez quelqu'un, évidemment, mais sinon, je vous donne la parole. Alors, le premier tour de table, j'aimerais que nos petits jeunes se présentent en 1 minute. Alors, on ne commence pas par Jean-Baptiste, on va commencer, tiens, par Pauline. Pauline, quel est votre nom, votre âge et où êtes-vous pour votre stade d'études d'abord? Donc, bonjour à tous, donc, moi c'est Pauline Moret, donc, j'ai 18 ans. Je suis au lycée agricole des Vergers à Dole de Bretagne et je suis en BTS Sax en voie initiale. Quel est votre projet professionnel en quelques mots? Je voudrais commencer par de la comptabilité durant 5 ans, faire du salariat en agricole, élevage laitier et m'installer sur la ferme familiale de mes parents. Et c'est une passion depuis l'enfance? Oui, une passion depuis l'enfance. Hugo, même question pour vous, d'où venez-vous? Moi, je m'appelle Hugo, je viens de Saint-Donant. Je suis en BTS Sax en 2e année à la ville d'Avy, à Quessoy. Et mon projet à plus ou moyen terme, ce serait de reprendre la ferme familiale dans les 5 ans à venir. Dans les 5 ans, et en attendant, travailler? Travailler salarié dans une ferme par là, ou alors dans le monde de la génétique. D'accord, génétique, ouais. Ça vous intéresse, ok. Et pareil pour vous, c'est Louis, c'est bien? Oui, donc Louis Stéphane. Moi, je viens du lycée Latouche à Pleu-Hermel. Donc, j'ai 20 ans et je suis en BTS-PA, en initiale aussi. Je viens de Quimperlé, dans le Finistère. Dans mon objectif après de carrière, c'est voir un peu ce qui se fait à l'étranger, en bovin-lait, et par la suite m'installer à moyen, long ou court terme, d'ici 2030, espérer, quoi. Espérer s'installer? Oui. Très bien. Alors, on a notre JA, Sébastien. Je ne vous donne pas encore la parole, Sébastien. Vous allez voir, on vous donnera la parole dans quelques minutes, et Gilles Burel aussi, de l'ANEFA Finistère. Je donne la parole maintenant à Jean-Baptiste. Présentez-vous, qui êtes-vous, d'où venez-vous et que faites-vous? Bonjour, je me présente, je m'appelle Jean-Baptiste. Je suis agri-influenceur sur Instagram et TikTok. Et je suis salarié agricole chez mes parents, dans le sud de l'Eure. Et projet d'installation, pareil, 2030. D'accord. Parce qu'ils sont encore jeunes et pour l'instant, je suis salarié. Et vous bossez dans l'exploitation familiale? C'est ça, exactement. Et vous faites des vidéos, alors je m'excuse, c'est pas ma génération, des vidéos sur TikTok, Instagram? Ouais, c'est ça, exactement. Combien d'abonnés, de followers? 60 000 sur TikTok. Et, parlez bien dans le micro. Et un petit 30 000 sur Insta. Ah oui, donc c'est beaucoup. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, alors justement, vous aimez, parce que vous m'avez envoyé quelques-unes de vos vidéos que je ne savais pas aller chercher tout seul, merci. Vous aimez disséquer, enfin nous faire rire, disséquer les rapports patron, voilà, disséquer quoi, patron jeune. Alors on va regarder une vidéo, on en discute après. C'est parti, on la diffuse. Vas-y, tu me détales, s'il te plaît, Dylan. Je vous détale, monsieur? Ouais, pas de problème, pas de problème. Bon alors, tu y arrives ou quoi là? Allez-y, reculez, putain, ça pète les oreilles, ça, allez-y, reculez. Allez, vas-y, tire, là, c'est pour ta copine, là. Bouge-toi un peu, là. Ah, c'est bon, monsieur, vous pouvez y aller. Putain, mais il a aucune patience, ce mec-là. C'est obligé, la vitesse qu'il va, qu'ils vont faire tomber un. C'est obligé, c'est sûr et certain. Allez hop, qu'est-ce que j'avais dit? C'était sûr, mais c'était sûr. Ah, fais chier. Tu te fous de ma gueule, toi, Dylan, là? Tu te fous de ma gueule, Dylan, là? Mais non, mais je me fous pas de votre gueule, mais c'était obligé, vous avez vu la vitesse que vous avez. Ouais, bah c'est ça, ouais. Tu sais pas quoi faire, Dylan? Bah tu mets du scotch partout, la prochaine fois t'arrêteras de rigoler. Je te le dis, moi. Foiré. Ah, j'en ai ras le cul de ce patron de merde. Et puis dépêche-toi, Dylan, parce qu'il y a le café qui nous attend.
Alors mets-toi le cul un peu là. Quand vous parlerez mieux, ouais, on ira au café. Là, tu peux te gratter pour ton scotchage de ballot là. Blaireau. Voilà, ça c'était une vidéo de Jean-Baptiste Weber. C'est bien ça votre nom, ou Weber? C'est presque pareil. C'est presque pareil. Mais dites-moi, comment ça se prononce exactement? De Weber. De Weber. Alors, j'aimerais faire réagir tout le monde, bien sûr, mais d'abord notre JA, Sébastien. Est-ce que ça se passe comme ça dans les exploitations? Alors, ça va venir, on va l'ouvrir, vous inquiétez pas. Il est déjà ouvert, c'est bon? Ouais. Voilà, parfait. Non. Bah après, ça dépend quel patron on a, mais bon, là, vu quel patron il parle, c'est sûr que le salarié va pas rester longtemps. Hein. Ça peut arriver ou c'est une situation vraiment totalement inventée? Ou est-ce que ça peut arriver que les rapports soient conflictuels? Oui, ça peut arriver que les rapports soient conflictuels. Tout dépend les gens, comment ils réagissent chacun. Il faut réussir à cerner les gens et avoir une façon, une approche différente avec tout le monde. Vous n'avez pas connu ça dans aucune exploitation? Non. Bon. Gilles Burel, présentez-vous en un mot et la même question. Est-ce que c'est la réalité ou est-ce qu'on est vraiment dans l'humour? Ça va venir continuer, ça on va l'ouvrir. Gilles Burel, je dirige l'ANEFA du Finistère. Je travaille pour un service juridique en droit du travail pour une partie de mon temps. L'ANEFA, c'est une association paritaire au service des exploitants, des employeurs et des salariés. On a une bourse de l'emploi départementale qui est conséquente puisqu'on gère 3000 postes par an dans le département. Et on fait du recrutement donc pour tous les employeurs qui sont éleveurs à poil à plume à écailles, maraîchers, alimentaires, horticulteurs, pépiniéristes, ETA, CUMA, paysagistes. Donc on couvre tous les champs des productions agricoles. Ah oui, je vous en prie. Vous donc pour répondre à la question directement, je vais être un peu moins... Enfin, Sébastien l'a dit, ça se passe pas comme ça, là où il est passé. Oui, ça peut se passer comme ça. Bon là, le trait est forcé. Hein. Ça peut se passer comme ça. Disons que je pourrais alimenter le tourneur de vidéos d'expériences vécues dans certaines exploitations, mais la gestion des ressources humaines, ça marche dans les deux sens. Hein. Vous avez des employeurs qui subissent leurs salariés et vous avez des salariés qui subissent leurs patrons. Donc on est comme dans la communication, pour que ça marche, il faut un émetteur et un récepteur, il faut que les deux fonctionnent. Donc il faut se comprendre, il faut juste trouver l'équilibre, et cet équilibre-là, aujourd'hui, il est compliqué à trouver, notamment parce que les chefs d'exploitation n'ont pas été formés pendant leur cursus de formation à être employeurs d'une part, et encore moins à être managers, parce que 70% des paysans aujourd'hui font appel à de la main-d'œuvre extérieure. Ils sont donc employeurs, statistiquement et techniquement parlant, puisqu'ils déclarent du personnel à l'MSA. Et parfois, sont-ils managers? Ils ne savent pas vraiment gérer les rapports humains, parler à leurs salariés. Un contrat de travail sur deux qui plante pour des problèmes relationnels. D'accord. Relationnels, pas pour des problèmes de salaire. On s'arrête là une seconde. Vous m'avez dit, parce que vous avez mené une grande étude, et on va en reparler, vous m'avez dit les sociologues disent des choses sur les jeunes, sur la génération d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils disent? Les sociologues, ils disent sur la génération là qui arrive, ils disent quoi? Allez, on va se dire les choses. Avant de comprendre ce que disent les sociologues aujourd'hui sur la génération dite Z, c'est celle d'aujourd'hui. La prochaine s'appelle déjà Alpha. Est-ce que la suivante sera la Bêta? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on les a tous nommés. Donc nous, on est d'une autre génération précédente. À notre époque, les anciens disaient de nous, vous voulez rien faire. C'est pas nouveau, hein. Ça a toujours été vrai. Ça a toujours été la situation. Ouais, vous travaillez pas comme nous, c'est pas bien. Vous n'avez pas le même état d'esprit, le travail. Aujourd'hui. Et c'est ce qu'on dit aujourd'hui des jeunes? C'est ce qu'on nous rapporte des jeunes. Ils sont addicts au téléphone. Ça, c'est vrai. Hein. Vous êtes addicts au téléphone. Mais si je vous interroge individuellement, les jeunes qui sont là, vous êtes tous sur TikTok, Insta et tout ça. Combien sont réellement capables d'envoyer un mail aujourd'hui, correctement orthographié, avec une pièce jointe? C'est maman qui fait les démarches administratives. Nous, on le vit au quotidien. C'est très compliqué. Donc, on a des jeunes qui sont hyper accros aux nouvelles technologies, qui ont une capacité à s'approprier les choses à une vitesse colossale, mais qui, pour autant, sont assez désœuvrés dans d'autres situations. Gilles, il va falloir qu'on laisse la parole aux jeunes. Hein, pas de souci. Je vous le redis. Un dernier mot, réponse courte, s'il vous plaît. Ouais. Est-ce qu'il y a un... Enfin, que disent les sociologues sur le rapport au travail des jeunes? D'un mot. Alors, en deux, le travail n'est plus une priorité. C'est un moyen
d'atteindre des objectifs. D'accord, ok, très clair. L'épanouissement social n'est plus pressenti par les jeunes ou ressenti par les jeunes comme étant une finalité qu'on atteint par le travail. Ok, on entend tout ça. Liberté, besoin de sens, on posera la question. Vous nous direz si c'est ce que vous pensez et on se retournera vers vous. Vous nous direz si c'est ce que vous pensez ou pas. Dernière question, puis après on y reviendra, mais dernière question très courte. Vous avez mené donc une grande étude, on ne va pas la détailler. Vous pourrez y revenir plus tard. J'ai une question. Vous avez demandé aux jeunes, dans cette grande étude sérieuse, auprès des jeunes en formation agricole, auprès de 900 jeunes, je crois, c'est bien ça, quel était le premier élément qu'ils regardent dans une offre d'emploi, qui les intéresse? C'est quoi? Le salaire. Le salaire. Je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'on peut témoigner, on a une expérience de l'espace jeune. On avait beaucoup d'employeurs l'année dernière qui intervenaient sur scène ou qui étaient dans la salle. Et on essayait de les faire parler avec les jeunes. Et tous les employeurs, quasiment tous, je parle sous le contrôle des gens du SPACE, nous disaient « Oh non, le salaire, je ne vous réponds pas. D'ailleurs, ça n'intéresse pas les jeunes. Je ne vois pas pourquoi je leur dirais à quel niveau d'argent je les embauche. On verra ça plus tard. » Ils refusaient de répondre à la question et en nous disant « Ça n'intéresse pas les jeunes, le salaire. » Et vous nous dites, Gilles, c'est la première chose que les jeunes regardent, comme tout le monde d'ailleurs. 70% ont sorti cette situation-là, enfin le salaire comme étant une donnée essentielle pour qu'ils s'intéressent à une offre d'emploi. Bien sûr. On a mené une enquête parallèle auprès des employeurs. Oui. On a sorti une seconde là, qui va être présentée après le SPACE. Là. On a interrogé 600 employeurs. Et les employeurs, quand on leur demande, ils répondent ce qu'ils vous ont dit l'année dernière au SPACE. C'est-à-dire que quand on interroge 600 employeurs, dans les 600 employeurs, le salaire arrive en 5e ou 6e position dans ce qui doit être présenté dans une offre d'emploi selon eux. Donc on a un problème de compréhension. Là, il y a un problème. Alors, Louis, j'aimerais commencer avec vous. En quelques minutes, j'aimerais que vous nous disiez quel est votre rapport à vous au travail. Est-ce qu'il y a une différence par rapport... Bon, non, je vais commencer différemment. Vous, d'abord, vous travaillez où? Là, en ce moment, vous bossez, vous faites du remplacement, du SR, je crois? Oui, c'est ça. Après, moi, je passe directement auprès des exploitants. En fait, c'est des gens chez qui j'ai fait un remplacement par contact privé, on va dire, et sans passer par des services. Remplacement. Et puis après, c'est resté. Et puis soit parce que c'est des entreprises qui sont intéressantes et justement, il y a du relationnel, le salaire suit et compagnie. Donc vous travaillez combien d'heures par semaine là actuellement? Là c'est exclusivement les week-ends. Après ça dépend des week-ends. Ça dépend si c'est vraiment acté ou si on fait un week-end par mois ou si c'est vraiment à la demande ou c'est j'ai l'anniversaire de ma fille, j'ai un repas avec des copains. Est-ce que tu peux me remplacer ce week-end-là? Oui, non. Et puis voilà, on avise. Vous êtes heureux dans votre travail? Ouais, moi ça dépend. Après, je pense que ça dépend beaucoup des exploitations sur lesquelles on va. En fait, c'est qu'est-ce qui vous rend heureux et malheureux du coup? Enfin, malheureux, moi je pense que le contact humain, le relationnel salarié-patron est vraiment hyper important aujourd'hui. Comme le disait Gilles, 70% des problèmes de démission sont liés au relationnel. Et je pense que ça joue beaucoup. Il y a des fermes aujourd'hui où j'ai moins envie d'aller parce que ça se passe moins bien au niveau relationnel. Le boulot, après, il est fait. Et puis voilà, c'est une approche différente. Je crois qu'il y a une ferme où vous aimez particulièrement aller, en tout cas dont vous m'avez parlé au téléphone, avec une forme d'organisation souple, vous m'avez dit. C'est quoi? Pourquoi vous appréciez ça? C'est vraiment de la discussion. Et puis, on voit un peu au jour le jour. On se dit, aujourd'hui, de toute façon, il y a l'astrane le matin, donc on est à 7h. Il y a la traite, il y a les vaches à nourrir. On soigne tout le monde. Et après, à 10h, c'est un café. Ça paraît essentiel aujourd'hui de se retrouver à 10h dans une exploitation qui sont de plus en plus grandes pour savoir en fait ce qu'on fait, où on va et comment s'organise notre journée. Et du coup, est-ce qu'il y a des jours où vous avez des moments off, vous pouvez partir, sortir, comment ça se passe? Voilà, donc c'est ça, en fait, on discute, je dis, cet après-midi, j'ai ça à faire, comment on peut faire? Soit il me dit, très bien, va, on se voit demain, ou alors à l'inverse, il dit, moi j'ai mes enfants à récupérer à 16h, j'aimerais bien les récupérer, donc je te laisse, je te confie la boutique, quoi. Et ça, c'est important pour vous? C'est important parce qu'il y a, une très bonne relation de confiance. C'est-à-dire que moi, ce que j'apprécie quand je remplace quelqu'un, c'est pas qu'il soit
derrière mon dos, en fait, à dire t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. Je dis mais je suis pas parti, je suis encore là. Je dis je sais ce que j'ai à faire, je gère. Et puis toi, mais fais autre chose, fais ta vie. Mais ça sert à rien d'être derrière mon dos à blablater, quoi. Donc la souplesse dans l'organisation du travail et se laisser un petit peu de souplesse, ça voilà. c'est important. C'est important, voilà. Ça se passe par l'organisation. Puis là, comme je dis, moi, c'est au jour le jour. Mais dans d'autres exploitations, ça va être des semaines de 4 jours ou un planning particulier où on se dit, bah, si on est 2 ou 3, et ben voilà, on passe la semaine de 4 jours. Et puis, sauf saison et puis besoin particulier, mais on se base là-dessus, quoi. Qu'est-ce qui vous motive le plus dans cette passion? Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce boulot parce que c'est avec les vaches, les vaches laitières? C'est quoi? Grande question aussi. Moi, c'est le contact avec les animaux, c'est vachement important. Et puis, en fait, c'est technique et ça demande vraiment de la réflexion en permanence. Ça occupe bien l'esprit, ça, on s'en rend compte de plus en plus au fur et à mesure qu'on a des responsabilités aussi. Et en fait, on n'a pas beaucoup le droit à l'erreur, puisque en fait, ça va répondre en face. Si on n'est pas concentré, si on n'est pas à notre affaire, les erreurs s'accumulent. Et puis là, il y a des conséquences économiques. Et puis, on n'oublie pas qu'on travaille avec du vivant. Donc, le vivant répond en face en problèmes sanitaires ou autres de production. Le bien-être animal, c'est pas un gros mot pour vous? C'est important? Non, je pense que c'est important. Après, on peut considérer aussi le bien-être de l'éleveur. C'est des choses, il faut faire des choix sur l'exploitation cohérents entre voilà, bien-être animal, bien-être de l'éleveur, et que tout le monde s'y retrouve. Bon, dernier élément. À combien vous estimez votre juste valeur? Vous voulez être payé combien? Toujours plus, on va dire, mais il y a des fois, je me lève le matin, je pense pas au salaire. C'est pas forcément, c'est un accomplissement. Et puis, moi, je suis toujours en phase étudiante, donc je suis là pour apprendre. Donc, des fois, je vais pour le plaisir, pour discuter, pour faire une traite avec un de mes patrons qui est devenu un ami. Et puis voilà, c'est pour une discussion, un contact. C'est pour apprendre, pour m'enrichir et des choses qui me serviront demain. Alors, la connaissance, on peut pas la budgéter, mais je pense que ces choses-là, à mon âge, à mon stade d'apprentissage, sont importantes. Je peux pas dire, on passe un peu de temps à discuter technique, à apprendre des choses et dire, là, je suis au travail parce que je suis avec toi. Mais voilà, on sait faire la part des choses, quoi. Je vous en prie, allez-y. Alors, on va essayer. Est-ce qu'on a un micro supplémentaire? Voilà, c'est ça, le micro arrive. Présentez-vous d'une seconde. Surtout donnez pas le micro à elle. Dans ton discours, très bien, c'est très humble de ta part, c'est top, il n'y a pas de souci. Mais je pense que tu n'as pas de charge personnelle à côté, tu n'as pas de maison à payer, de courses à faire, la facture d'électricité, les travaux et j'en passe. Donc ce discours-là, tu l'as peut-être encore pendant 2 ans, mais après, je pense que tu diras vraiment ton prix. On a bien fait de l'inviter. Oui, bien sûr. Je vous en prie. Si, je suis d'accord, parce que voilà, comme je dis, moi je suis étudiant pour l'instant. Les week-ends, je suis chez mes parents, tout se passe bien, et puis voilà. Bon, après... Parce que, Louis, je vais vous dire, ce que vous m'avez répondu au téléphone, c'était pas tout à fait ça. C'est pas pour vous mettre mal à l'aise. Hein. Vous m'avez dit, moi, 1 200 €, non. Je dis pas tout de suite. Hein. Non, je disais, c'est pour plus tard. Mais c'était ma question suivante. Quand vous serez installé ou quand vous serez en rythme de croisière, quel que soit le métier que vous faites, vous estimez votre valeur à combien? Est-ce que vous voulez bosser au SMIC ou vous estimez que vous valez plus? Non, là pour le coup, oui, j'estime que ça vaut un peu plus. Voilà, ça répond à votre question. C'est ça, c'est se dire que on a un métier prenant, on a un métier tous les jours, 365 jours, et puis voilà, il faut savoir se rémunérer à la juste valeur, et puis parfois après, on peut pas toujours se le permettre, mais après, j'espère que demain... Après, ça c'est beau discours aussi, mais dire qu'on pourra vivre pleinement de notre métier et comme n'importe quel autre statut. Mais bien vivre, être bien rémunéré. Parce que moi, au téléphone, vous me disiez, je veux pas être esclave de mon travail. Je l'aime, évidemment, vous l'aimez, mais je veux pas être un esclave. Et puis, je veux être bien rémunéré aussi, parce qu'on bosse dur.
On est bien d'accord. Oui, je suis d'accord. Là, je ne dis pas de bêtises en disant ça. C'est aujourd'hui, voilà, c'est ça. Oui, quand on est en phase d'apprentissage, c'est bien normal. Voilà. Je me tourne vers tous les autres. N'hésitez pas à réagir. Sébastien, Gilles, et je vais aller maintenant vers Pauline. Et puis les gens dans la salle, vous avez très bien fait. N'hésitez pas, vous criez, vous me faites un petit signe et je vous donnerai la parole. N'hésitez pas. Sinon, on va vers Pauline maintenant et on fera Hugo après. Pauline, même exercice. Comment vous voyez, vous, les choses? À quel moment, ce qui m'a surpris dans votre parcours, c'est que vous êtes tombé dedans dès 6 mois, vous m'avez dit. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'où vient cette passion? Pourquoi vous êtes aujourd'hui engagé dans une filière agricole d'élevage? Ça va venir, ça va se mettre tout seul normalement, non? Allez-y. Oui, en effet, c'est vrai que je suis baignée dedans depuis donc, mes 9 mois. Ça a toujours été une évidence pour moi, être au contact des animaux, être dehors, ne pas être enfermé. C'est vrai que moi, j'aime être au contact des animaux pour leur production, leur comment je dirais, pas leur caractère, mais leur... Parlez bien dans le micro. Le fait d'être auprès d'eux, quand ils sont calmes, après ils peuvent être forcément turbulents, mais... c'est le contact des animaux d'abord. Comment vous voyez votre futur? Là, vous êtes encore en études, hein, c'est bien ça? C'est ça. Qu'allez-vous faire après votre diplôme et qu'allez-vous faire après votre diplôme? Alors Est-ce que vous pouvez nous détailler les choses? Est-ce que vous avez des idées précises? Ouais, j'ai déjà un but précis. Donc après mon BTS, donc peut-être faire une licence en comptabilité, intégrer un centre de gestion CER principalement de préférence. D'accord. Et être salarié agricole dans l'élevage bovin-lait, mais pas sur la ferme familiale pour m'ouvrir l'esprit sur autre chose. D'abord salarié comptable, c'est ça, si je comprends bien? Oui. Pendant quelques années? 5 ans, à peu près. 5 ans, pense, ouais. Et après? Salarié agricole dans une exploitation du coup laitière. Pendant combien de temps? 5 ans aussi, je pense. 5 ans aussi. Et après? L'installation chez les parents. L'installation chez les parents. Ça, c'est carré, c'est propre. Ouais. C'est un projet. Oui. Décidé depuis bien longtemps. Décidé depuis bien longtemps. Et qui n'a jamais varié. Non. Et vous allez vous installer toute seule, reprendre, comment ça va se passer? Alors, ce serait une succession avec mon cousin. D'accord. Il est au courant? Oui, bon. Oui. Il est déjà en études agricoles. C'est déjà bien prévu. Ensemble. Et vos parents aussi, ils ont dit on passera la main avec le cousin, pas de problème. Voilà, mes parents et mon oncle, donc il faudrait faire une succession, mais s'intégrer dans l'exploitation avec donc les parents et mon oncle les 3 dernières années avant qu'ils partent, quoi. D'accord. Tout ça est déjà très réfléchi. Petite question subsidiaire, est-ce que vous vous préparez financièrement d'ores et déjà à intégrer? Vous mettez de l'argent de côté ou pas encore? Oui, alors je travaille comme Louis au niveau du SR? Ouais, du service de remplacement. Voilà. Alors moi, c'est dans une exploitation toute seule. Alors j'ai pareil contact privé où j'ai fait un stage d'abord là-bas pendant 1 mois et donc j'ai intégré ensuite le remplacement par là-bas. Je fais 2 week-ends par mois où le relationnel se passe très bien. Bon. C'est des amis maintenant. Comme pour Louis, j'imagine. Voilà, c'est un peu le même profil. Même profil. Alors, on en vient à notre débat. Comment vous voyez votre avenir, vos valeurs? Comment vous voulez travailler? Combien vous voulez gagner? Comment vous voulez organiser votre travail? Combien de vacances? Bon, toutes ces questions-là qu'on se pose. Est-ce que vous avez déjà une idée précise? Tiens, par exemple, allez, du salaire, puisqu'on nous dit que c'est le premier critère. Vous voulez gagner combien? Alors, au niveau salaire, pour moi, en sortie d'études, quand c'est en initial, pour moi, c'est la base, forcément, le SMIC. Peut-être un peu plus en fonction des frais qu'il peut y avoir, du lieu, donc la voiture, kilomètres, tout ça. Et après, en installation, je dirais 2 000 euros, quoi. 2 000 euros net, hein, on parle toujours en net, oui. Là, on ne va pas se casser la tête. D'accord. Et en temps de travail, des vacances, des horaires, des week-ends, comment vous imaginez l'avenir? Alors forcément, il faut faire des week-ends. L'agriculture, c'est 7 jours sur 7. Donc oui, faire des week-ends. Après, les vacances, pour moi, je pense au moins 15 jours minimum l'été. Oui. Et en fonction de la vie familiale, forcément, pouvoir avoir les enfants, forcément, faut avoir aussi un peu de temps avec eux. Les compagnons, donc forcément, voilà, faut pouvoir avoir un peu de temps aussi avec eux, donc avoir un peu de vacances, peut-être pendant l'année aussi. D'accord, quelques semaines aussi dans l'année, ouais. Ou une semaine si vous pouvez. Au moins une semaine peut-être. Au moins une semaine. Les journées à rallonge ou ça s'arrête à 19h vous... Dans le souhait, hein, évidemment, on fait ce qu'on peut. Quand après. C'est les saisons, forcément, on dépasse plus que les horaires salariés, on va dire, 35 heures. De toute façon, en agricole, il n'y a pas de 35 heures quand on est installé, c'est compliqué, il y a du boulot.
Donc moi, je me limite pas aux horaires. Il y a le boulot à faire, on fait le boulot. Si on peut mettre au lendemain, ok, on peut voir. Mais il faut faire le travail avant de partir. Bon. Dernière question, et vous répondez jusqu'où vous voulez, mais vous me dites, dans 10 ans, je m'installe avec mon cousin, reprise progressive de la ferme des parents, si j'ai bien compris, qu'une forme de transition. Quid de la vie personnelle et familiale? Vous vous installez pas avec votre compagnon, si j'ai bien compris? Non, c'est plus compliqué. Et donc, il fait un métier extérieur? Oui. Pour l'instant, enfin, oui, il en fera un, bon, peu importe. Il va venir avec vous à la ferme, il y a zéro problème? Pour l'instant, on n'a pas forcément beaucoup discuté, mais après, ça peut changer à terme. Moi, c'est vrai que c'est une priorité personnelle de m'installer sur la ferme des parents. Donc voilà, après, il faut faire des compromis aussi. C'est non négociable. Il est au courant? Oui. Non, mais mine de rien, oui. c'est pas anodin. Oui, ça a été des longues discussions malgré tout, mais après, voilà, ça pourra changer. Il n'est pas du tout dans l'agricole? Pas du tout. Et ça ne le dérange pas? Bon, je pense pas. Non, mais c'est des questions qu'il faut se poser. Je me retourne dans la salle. N'hésitez pas si vous voulez intervenir, témoigner ou réagir. Jean-Baptiste, tout va bien pour l'instant? J'aimerais, avant d'entendre Hugo, faire réagir Gilles sur le niveau de salaire. Vous m'avez raconté une anecdote, et vous l'avez raconté encore en arrivant, que le niveau de salaire, c'est pas anodin. Ça peut créer des tensions entre employeurs et employés. Est-ce que vous pouvez nous la raconter rapidement, mais qui exprime quelque chose d'important pour moi? Il faut être clair sur les mots, très clair sur les mots, parce que les mots peuvent être compris de manière différente, tels qu'ils sont présentés. Des statistiques, c'est bien, mais le salaire est important pour les jeunes. Ce n'est pas pour ça que les jeunes arrivent avec des prétentions salariales stratosphériques. Il faut être très clair là-dessus. Deuxième chose, dans le monde du travail agricole comme ailleurs, en tout cas dans le privé, c'est la capacité à occuper un emploi dans un environnement donné et dans des situations données qui fait la rémunération. Ce n'est pas le niveau d'études. Le niveau d'études, il est là pour faire progresser les gens sur le terrain, leur donner tous les ingrédients pour que ça fonctionne. Mais si vous ne voulez pas de responsabilité, vous êtes ingénieur, vous allez planter des échalotes. Eh ben, quand on vous a expliqué que c'est dans les trous, dans les bâches et dans le bon sens, parce qu'on en a vu les planter à l'envers, c'est pas parce que vous êtes ingénieur que l'employeur en face va devoir vous payer comme un ingénieur 2 fois plus ou le prix d'un ingénieur. Donc il faut être très clair là-dessus. Quel exemple avez-vous à nous raconter? Alors l'exemple, c'est pas vieux, hein, c'est la semaine dernière. On s'est pris la tête avec un exploitant agricole, producteur laitier, premier salarié, une apprentie rentrée chez lui il y a 3 ans. On ne le connaissait pas, il ne nous avait jamais appelé pour passer d'annonce chez nous. L'apprenti donc sort de BTS agricole, suivi d'une licence pro, a fait tout son cursus en apprentissage dans l'exploitation. On lui propose un poste, le 30 août, son contrat d'apprentissage se termine, on lui propose un emploi. Un CDD ou un CDI? Un CDI. Temps plein, 39 heures, 40 heures même rémunéré, un week-end sur 3, enfin classique en production laitière. Et elle appelle chez nous, parce que je n'avais pas su, je l'ai su après, qu'elle a appelé au bureau. Elle a une de mes 2 collaboratrices en lui demandant la question. Voilà, elle a expliqué sa situation. Elle a dit, on me propose ça comme salaire. Ma collègue lui a dit, c'est étonnant que le centre de comptabilité de votre employeur, là je mets un petit taquet, c'est plus que subliminal, conseille à son client de vous embaucher au palier 1 de la convention collective et au SMIC horaire, alors que vous avez 3 ans d'ancienneté en apprentissage en entreprise et que le chef d'exploitation n'a fait que des compliments sur vous. Donc c'était un salaire trop faible. Le message a été dit comme ça à la jeune femme. La jeune femme, ça s'est transcrit à l'employeur. Quand elle a dit à l'employeur qu'elle refusait le poste, elle lui a dit, en tout cas lui il a compris comme ça, j'ai appelé la NEFA, on m'a dit que je n'étais pas si bien payé chez vous. Alors vous imaginez le gazier à l'autre bout? Il a pris son téléphone, il est content. Il a fait le tour du bocal, il a appelé ma collègue et il a allumé, gentiment. Donc je l'ai rappelé après et je lui ai expliqué les choses. Je lui ai dit voilà, il y a une convention collective qui s'applique à tout le monde. Vous auriez fait l'effort de la mettre au palier 2, au palier 3. Elle n'exigeait rien d'exceptionnel. Elle aurait dû voulait être une au palier 2 reconnaissance. ou 3 pour vous? Elle aurait dû l'être dans la mesure où le poste, elle est autonome sur le poste. On lui confie l'exploitation le week-end seul. Est-ce que vous connaissez un chef d'entreprise normalement constitué qui va confier son outil de travail à une personne sur laquelle il n'a pas de confiance et qu'il doit retrouver dans l'état où il lui a laissé? Moi, j'en connais pas. Donc cette compétence-là, ça a un prix financier,
mais ça a aussi un prix juridique. Elle aurait dû être un palier supérieur. La mettre au palier 2, au palier 3, ça n'aurait pas changé fondamentalement les choses. Ça aurait coûté un billet de 500 €. Vous m'avez bien entendu, un billet de 500 € à son employeur. Par an. Elle aurait vu, la jeune femme aurait vu que l'employeur avait fait un effort. Elle aurait pris le poste et elle serait restée. Aujourd'hui, elle quitte le poste et elle va faire le bonheur d'une autre exploitation pour gagner peut-être 50 € de plus par mois. C'est ça, ça s'est joué à 50 €. Ça s'est joué à 50 €. Tout simplement parce que la salariée n'a été approchée que d'une manière purement comptable. C'est une charge et pas un investissement. Ouais, c'est pas, on n'est pas dans la théorie. Si on fait le choix d'avoir une entreprise dans laquelle on a besoin de travailler avec des collaborateurs salariés, il n'y a pas à tortiller. Si vous cherchez votre clone en tant que chef d'exploitation, vous allez au tapis. C'est terminé. J'entends ce qui se dit en termes d'horaire et tout ça. Un jeune de 18 ans, aujourd'hui, il va accepter de faire par passion, il va accepter de faire des contraintes horaires, il va accepter des week-ends. Regardez dans les entreprises de travaux agricoles, essayez de faire une équipe de rugby à 15 dans le Finistère avec des salariés qui sont mariés, qui ont 50 ans, pères de famille, vous n'y arriverez pas. Parce qu'il n'y en a pas. Ils ont basculé dans le TP. À 20 ans, on accepte des contraintes. Moi, j'ai bossé au JA à 20 ans. Je comptais pas mes horaires, les heures, le soir, en animation syndicale, c'était en réunion tout le temps. Mais je ne le ferai pas à 35, parce que j'ai des gamins et j'ai une conjointe. Donc ceux qui nous disent aujourd'hui, moi, les jeunes qui nous disent aujourd'hui, moi, les horaires, je m'en fous. Oui, aujourd'hui. Demain, non. Demain, non, c'est clair. Demain, non. On change. Merci, Gilles. En grandissant. Hugo, quelle est votre situation à vous? Quelle est votre vision? Comment vous voyez votre avenir? D'abord, quel métier? Vous nous l'avez dit rapidement tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez développer? Alors moi, ça serait la poursuite de mes études, reprendre la ferme familiale des parents, avec mon frère de préférence. Et il y a une date précise? Non, il n'y a pas de date précise, parce que j'ai encore le temps, plus ou moins. Vous avez 19, c'est ça? Oui, j'ai 19 ans, ouais. Et mes parents sont pas là. Mais Pauline a 18 et elle, c'est déjà carré. Hein. Ouais. Avec Pauline, c'est organisé. Ouais, non. Vous êtes un petit peu... Non, je vous chambre. Non, mais c'est pas ça, mais c'est juste que la retraite n'approche pas vraiment pour mes parents, donc j'ai encore 10 ans devant moi au moins. Est-ce que vous... Alors, quel métier vous allez faire en attendant? Salarié agricole, vous me disiez? Technicien? Les deux vous vont? À voir, ça va être sans doute salarié dans une ferme agricole, histoire de voir ailleurs, mais comme Louis, j'ai fait beaucoup d'expériences en remplacement dans les fermes. J'étais beaucoup sollicité pour aller les week-ends, les vacances. Donc vous avez déjà une expérience. Ouais, et vous aimez, moi c'est ce que j'ai retenu, vous allez me dire si je me trompe ou pas, vous aimez la performance. Vous avez été en stage au Canada, notamment dans une exploitation en taille à peu près similaire aux nôtres. Si mais en revanche avec un haut niveau génétique. Et c'est ça qui vous a impressionné. Ouais, c'est ça. C'est ce que je recherchais pour aller en stage, parce qu'on avait un stage étranger à faire avec l'école, et c'est ce que je cherchais vraiment, aller au Canada et puis voir la haute génétique, on va dire. Et là où j'étais, c'était une ferme de 80 vaches pour 200 têtes, avec une moyenne par vache de 45 kilos. Et ça, c'est ce que vous voulez mettre en place chez vous, à terme? Non, je ne cherche pas à faire des vaches à concours et autres, mais au moins avoir à faire des vaches qui font une bonne génétique. Ouais, une bonne génétique quand même. C'est ça. Alors, en termes d'organisation de travail, même question. Comment vous voyez votre salaire et votre vie future? Le salaire, en tant que salarié, ce serait, après l'école, un peu au-dessus du SMIC, quoi. C'est combien, 1005? Ouais, on va rester sur une base de 1005. Et une fois installé, espérer pouvoir se tirer 2000 € au vu des responsabilités qu'on a et les heures qu'on passe. Et les heures qu'on passe, c'est ça. Et j'allais dire les vacances, c'est 15 jours, j'allais dire comme tout le monde, ou vous en faut plus? Après, les vacances, à voir comment ça se profile, mais 15 jours déjà, c'est déjà bien à l'année, quoi. C'est déjà pas mal. C'est ça. Sébastien, une fois qu'on a entendu tous ces jeunes, vous êtes jeune installé, vous pouvez nous... C'est ça, hein, Sébastien? Oui, vous êtes je suis installé depuis 2019. En quelle production et où? En lait et porc sur la commune de Misac, à côté de Brest. Alors, vous avez entendu ces discours-là. Est-ce que c'est des discours qui correspondent à la réalité, ou est-ce que quand on est les mains dans le cambouis, c'est un peu différent? Non, c'est des discours qui collent à la réalité. Moi, aujourd'hui, donc, je suis installé depuis 2019, donc je prends 4 semaines par an de vacances. Ce qui est bien. Oui. Et vous avez une organisation qui vous permet de vous arrêter le soir, ou vous bossez jusqu'à pas d'heure?
Après, il y a des périodes où, comme l'a dit certains, il n'y a pas le choix, donc on finit plus tard. Mais sinon, non, à 19h ou 18h30, on a fini la journée. Est-ce que, alors vous nous répondez ou pas, hein, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, surtout qu'on n'a pas eu le temps de se parler avant. En termes de salaire, leurs prétentions, c'est des choses que vous atteignez aujourd'hui ou est-ce qu'on n'est pas là? Si, c'est ce que j'atteins aujourd'hui. Et ça marche? Oui. Bon, bah ça c'est une bonne nouvelle. Après on s'installe, c'est pour ou même salarié, c'est quand même pour gagner notre vie. Donc le but c'est quand même. Mais ça fonctionne. Oui, on n'est pas en dessous à tirer la langue dans votre cas en tout cas. Non. Parfait. Vous regrettez pas ce choix de vous être installé? Ah non, absolument pas. Jean-Baptiste, qu'est-ce que ça vous inspire vous et d'abord dans votre vie personnelle parce que vous me dites vous faites les marchés, vous aimez les marchés, on a compris que vous aimez le contact, vous aimez faire rire les gens, mais vous n'êtes pas qu'un pitre. Vous bossez. Vous bossez sérieusement? Bien sûr, je bosse. Je me lève à 6h30 comme tout le monde, sûrement. Je finis à 19h en saison normale. Et puis les autres saisons, je taffe jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de boulot le soir, quoi. Et en plus de ça, je fais mes vidéos le soir. Après, je suis célibataire, donc c'est pratique pour ça. Parce que quand on a une vie de famille, tout ça, faut faire des concessions, des choix. Et puis voilà. Et, en termes d'organisation et de salaire, est-ce que vous partagez ce qui vient d'être dit ou est-ce que vous avez un avis différent? Alors moi, le salaire, je travaille pour mon père, donc je suis au SMIC, ça me va très bien parce que après, ce sera ma ferme. Et qu'est-ce que je peux dire? Moi, j'attends pas un 2000 €, hein, bien sûr, dans l'agricole. Hein. Pour l'instant? Pour l'instant, non, j'en ai pas Mais même besoin. À terme, vous imaginez pas 2000 €? Si, bien sûr, si. Plus tard, oui. Mais pour l'instant, je suis nourri, logé chez mes parents, tout va bien, quoi. J'ai aucune dépense, donc c'est pour ça que pour l'instant, j'ai pas forcément besoin, quoi. Petite question subsidiaire, ça vous rapporte de l'argent les vidéos? Bien sûr, oui. Sinon, je ne continuerai pas. C'est vrai? Vous faites pas ça uniquement pour le plaisir? Si, aussi, bien sûr. Ah bon? J'ai commencé pour le plaisir et pendant un moment donné, j'ai ralenti parce que j'avais envie d'être plus sur la ferme et j'ai continué sur les réseaux parce que mon entreprise s'est développée et puis voilà quoi. Est-ce que vous n'êtes pas seul sur la ferme? Il y a votre père et puis d'autres personnes encore, j'imagine? Oui, il y a mon frère, ma soeur qui va revenir, mon père et ma mère. Comment ils voient les vidéos? Est-ce qu'ils disent dis donc, tu pourrais pas bosser plutôt que tourner tes trucs à la con? Après, mes vidéos, je les fais hors boulot. C'est vraiment après le boulot. Sauf des vidéos que je fais dans le tracteur, des choses comme ça. Mais de base, personne n'y croyait trop, quoi. Ils se foutaient un peu de moi. Mon entourage, voilà, quoi. J'étais un pitre, c'est pourri, quoi. C'est ça. Et ça s'est développé. Et puis, maintenant, j'en suis là où j'en suis, quoi. Bon, avec 60 000 et 30 000 c'est ça, ouais. Followers. C'est ça. Votre avenir, on voit, c'est sur la ferme. Oui, bien sûr. Moi, c'est ma ferme et après les réseaux. Et après les réseaux. C'est ça. C'est le boulot, c'est vraiment ma ferme, quoi. Bon, d'abord la ferme. Les réseaux, c'est en plus, quoi, on va dire. Ok. Et vous gagnez un petit peu d'argent? C'est quelques centaines d'euros par mois? Ah non, c'est des centaines de milliers d'euros. Oui. Comment on fait alors? Vous pouvez me donner le mode d'emploi? Y a-t-il des questions dans la salle? Parce que je ne me suis pas beaucoup retourné. Est-ce que vous voulez réagir, poser des questions? Monsieur, non? Je ne veux pas vous forcer, mais je vous vois. Y a-t-il des questions, des réactions dans la salle? Allez-y, hein. Il n'y a pas de mauvaises questions, je vous en prie, monsieur. Je vais dire un mot comme ancien ministre de l'Agriculture. Oui, j'ai été 5 ans et j'ai retenu 2 choses pour faciliter l'implantation. C'est trouver du remplacement pour ne pas travailler 360 jours et deuxièmement, donner de l'optimisme. J'ai été surpris de voir que sur les centres de gestion, s'il y a 15% des agriculteurs au-dessous du SMIC, il y a 35% qui sont au-dessus de 3 SMIC et demi. Donc confiance. Je reprends mon souffle. Et la question que je posais, oui, c'est le portage foncier. Parce que l'agriculture est devenue le secteur qui exige le plus de capitaux aujourd'hui par UTH. Et donc, nous réfléchissons aujourd'hui au portage foncier, de telle façon que celui qui s'installe dans une exploitation agricole n'ait pas à payer les bâtiments, la rénovation, les animaux et la terre. Donc, pour ceux qui ne sont pas d'origine agricole, est-ce que le portage foncier par d'éléments extérieurs, ça les intéresse? Parce que nous voulons développer en Bretagne ce portage foncier avec les sapeurs. Voilà.
Merci. Pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, Pierre Méniori, vous avez été ministre de l'Agriculture, mais je ne vous avais pas reconnu, moi je suis désolé. La question du portage est une question importante. Évidemment, si vous pouvez y réagir, n'hésitez pas. Moi, j'ai envie de poser une question, et évidemment, la parole est libre. Une question maintenant, j'en reviens à mon point de départ. Je la poserai d'abord à tous nos intervenants, mais je la pose à toute la salle. On a un problème de main-d'œuvre, on a un problème de renouvellement. Et on a peut-être un problème d'image, de relation avec le reste de la société, comment les gens nous voient. Après excusez-moi de vous interrompre, avec les réseaux, ça aide beaucoup, je trouve. Aujourd'hui, le contact avec, entre guillemets, nos anciens, il y en a beaucoup d'anciens maintenant qui se mettent sur les réseaux et qui se développent là-dessus aussi. Il y a même des vieux sur les réseaux. Ouais, je pense à Thierry. Il n'est pas là, tu lui dis pas. Mais quelle est l'image ? Vous côtoyez, vous n'êtes pas enfermé dans votre métier agricole, vous ne côtoyez pas que des gens qui sont dans des filières agricoles. Quelle image ont le reste de la société, vos copains qui font autre chose ou les gens qu'on ne connaît pas, qu'on croise dans la rue ? Quelle image d'après vous, Sébastien, Gilles ou tous les autres, hein ? Prenez la parole comme vous voulez. Le problème, en fait, c'est que des fois, on est vraiment décrié, alors que ça se passe pas du tout comme ça dans la réalité. Moi, par exemple, le week-end dernier, j'ai fait visiter mon exploitation à des copains, mais ils étaient très, très contents de voir ça, et il y en a qui s'imaginent même pas, en fait. Mais ils avaient quelle image au départ ? Pas forcément une bonne image, pensant que les animaux, voilà, ils sont maltraités, alors que pas du tout, quoi. Et ça, c'est une pensée que... Alors, on va rester sur le constat d'abord, puis on verra ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. C'est général, ça ? Vous pensez que une partie de la société a une mauvaise image de nous, Gilles ? Vu la capacité des médias à parler des trains qui arrivent en retard, étonnamment, je ne suis pas forcément surpris que les gens... avalent un petit peu ce qu'on leur pond et qu'on veut faire comme généralité sur les pratiques de l'agriculture. Mais donc on a une mauvaise image, vous le pensez ? Elle est écornée, ça c'est clair. Alors que pourtant, quand vous interrogez les Français, l'agriculteur a une image extrêmement très positive voilà. Donc il y a des paradoxes. Mais pas dans les médias. Mais pas forcément. Sauf, évidemment dans les vidéos de Jean-Michel. Pas dans les médias. Donc ça c'est clair. Secondo, j'interviens régulièrement dans les classes de collège parce qu'on a un dispositif dans le Finistère qui va s'appeler Génération Agri, qui s'appelait Découverte des métiers verts. Alors pourquoi on avait appelé ça Découverte des métiers verts il y a 10 ans ? Parce que si on avait écrit et mis Découverte des métiers de l'élevage, on ne rentrerait pas dans les collèges. Ah oui, le mot élevage. Donc on a contourné le problème, collège. On a appelé Découverte des métiers verts, en se disant qu'on allait rentrer dans les collèges pour parler des métiers et qu'une fois qu'on serait dedans, on pourrait parler d'élevage. Et ça passe, il n'y a pas de problème. Dans les quatrièmes, les gamins, ils sont plutôt open, ils sont plutôt curieux. Moi, j'ai jamais de problème avec des enfants ou avec des élèves de quatrième en classe. J'ai des problèmes avec des enseignants. Ça, c'est un autre dossier. Donc, eux ont une mauvaise image potentiellement, de l'élevage. Qui vont... Pas tous, mais certains. Pas tous, mais qui vont, on va dire, surfer sur une idéologie qui va venir heurter le système agricole ou le fonctionnement agricole. Qu'il soit bio ou conventionnel, je m'en fous. Je veux dire, moi, je ne fais pas de procès. Un agriculteur qui est adhérent à la secte Moon, il a besoin d'un salarié, il peut bien nous appeler. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Quoi qu'il en soit, les gamins, ils sont curieux. Donc, alors je vais le dire, hein, si on attend que d'autres aillent parler à notre place d'agriculture et de métier dans les établissements scolaires, on va attendre longtemps. Donc pour vous, il faut qu'on soit proactif, qu'on aille c'est à nous de le parler, décrire, montrer. Parfois, il faut y aller. La difficulté, c'est que lorsque vous avez des actions de communication agricole, les agriculteurs, quand ils manifestent, ça se voit, ça fait du bruit. Et quand vous faites une campagne de communication, c'est du one-shot et ça coûte très cher. Et le moindre pépin qui est relayé par la presse ou suite au débarquement d'une association Mejnou là dans les structures, fait que ça vous sape toute la communication que vous faites. Ok, on va revenir sur la communication. J'aimerais donner la parole à nos jeunes. Est-ce que dans vos copains, vos copains, vos collègues, votre génération, vous avez une image dégradée ? Est-ce qu'on pose sur vous, et d'abord Pauline, on pose sur vous un regard qui vous blesse ou qui vous paraît pas correspondre à la réalité ? Ou est-ce qu'on se trompe ? Peut-être que je me trompe en disant ça. Ça marchait bien avec Gilles, ça devrait marcher avec vous. Un, deux.
Ouais, c'est bon. Oui, bah, tout à fait. Moi, je rejoins Gilles aussi sur le fait donc des médias. Les jeunes de nos jours, c'est vrai qu'il y en a. Alors, pas tout le monde, forcément. Oui, non, mais on ne parle pas de tout le monde. Mais est-ce qu'il y en a certains qui vous voient comme des barbares, des génocidaires, je ne sais pas comment on peut appeler ça? Il y en a certains qui voient encore l'agricole comme ça, au fait qu'il n'y ait pas de bien-être animal, bien-être de l'éleveur aussi, qui dénigrent complètement l'agricole. Et pour moi, à mon avis, cette problématique vient beaucoup des médias aussi. Le fait que les médias détournent peut-être le problème et le fait des réseaux comme Jean-Baptiste, je pense que c'est une bonne solution pour essayer de montrer qu'au contraire, il y a du bien-être animal, il y a les bonnes conditions pour essayer de régler ces problématiques-là. Même s'il y a des engueulades parfois avec le chef d'exploitation. Ça arrive. Hugo. Pour ma part, tous mes copains, en général, ils ont un bon œil sur l'agricole. Ouais. Parce que je pense que c'est plus comme tout le monde en parle, c'est la cause des médias qui donnent une mauvaise image sur l'agriculture. Parce que c'est les jeunes de campagne, ils ont... Vous n'avez pas de problème, vous, avec vos camarades, quoi? Non, du tout. Bon. Plus les jeunes de ville qui... Oui, il peut y avoir une différence ville-campagne, vous le sentez, enfin, vous imaginez qu'il peut y avoir une différence, ça vient de là. Oui, on voit une grosse différence entre les jeunes de campagne et les jeunes de ville qui n'ont pas le vrai aspect de l'agriculture. Donc, comme Jean-Baptiste, par définition, avec les vidéos, ça aide beaucoup, quoi. Louis, et après Jean-Baptiste, vas-y Jean-Baptiste. Après, on dit jeunes de campagne, mais s'ils ne sont pas dans le milieu agricole, ils ne savent pas non plus. Hein. Nous, au marché, on a beaucoup de visites à la ferme, et c'est un petit village, mais ils ne savaient pas que le lait était fait comme ça. Ah oui, ils ne savent pas d'où vient le lait. Vous voyez des gens comme ça? Ça existe, ça, dans les campagnes? La brique de lait, c'est une brique de lait. C'est pas du lait qui est sorti de la vache. C'est fait en usine, vrai, hein, le lait. C'est vrai. Ah oui, non, mais je vous jure, c'est vrai. C'est pas une blague TikTok, là. On est non. pas filmé, là. Non. Et c'est pas que les Parisiens, c'est pas que les grandes villes, c'est vraiment aussi les petites villes, il y en a aussi. Mais c'est dans l'éducation, tout ça. Ça devrait être appris à l'école, ou les parents qui... Donc il y a une rupture avec la réalité de nos métiers, de la réalité de l'élevage. Louis, même chose? Oui, donc concernant en fait, ce problème de pas de communication, mais de rapport en fait entre, on va dire, nous qui sommes liés au monde agricole et les gens de l'extérieur, en fait, c'est voir que, en fait, si on prend un groupe avec lequel je sors à la ville, tout ça, ils sont intéressés, ils me posent des questions. Ah oui, vous fréquentez des jeunes qui ne sont pas dans l'agricole. Vraiment pas. Qu'est-ce qu'ils disent? Comment ils vous voient? Ils réagissent pas trop parce qu'ils sont pas renseignés. Mais après, ils réagissent pas trop parce que vous êtes grand et costaud. Ils vous font pas chier. Mais après, ils sont pour autant pas forcément désintéressés. Mais on va dire qu'une personne dans un groupe, admettons de 15, en fait, il y a ce rapport. Donc, moi, je peux communiquer auprès de 15 jeunes sur ce qu'on fait, nos pratiques, sur comment ça se passe. Mais des groupes qui sont vraiment extérieurs à ça, ils n'ont aucun rapport. Alors, ils voient ce qui se passe sur Instagram, mais pas comme le... J'allais dire, il n'y a pas que des vidéos pour les agris sur les réseaux. Il y a des choses complètement à l'inverse. Ouais. Puis ce qui me passionne toujours, c'est voir des gens republier des choses. Ils ne sont pas du tout renseignés, ils n'ont pas les études, ils n'ont pas la connaissance. Et quand on creuse un peu en discutant avec eux en direct, il n'y a rien, c'est du vent. Ça republie parce que ça marche bien, parce qu'on en a parlé à la télé ou ces choses-là. Ouais. Mais en fait, voilà, ceux qui ont volonté de se demander, en fait, je mange matin, midi et soir, de se dire comment ça se passe, comment les gens travaillent derrière ça, et puis qui participe à nous nourrir tous les jours. Donc il peut y avoir une sacrée différence de ce que j'entends. Et puis on peut avoir sur les réseaux aussi des messages totalement infondés, on va le dire comme ça. Y a-t-il des réactions, des questions dans la salle? Je vous en prie. Stéphanie, il y a un monsieur qui lève la main. Donc moi j'ai fait mon brevet dans un lycée, dans un collège privé, et suite à quoi je me suis engagé dans un bac pro vente en lycée agricole. Et en fait, le conseiller d'orientation m'a clairement déconseillé d'aller dans un lycée pour les paysans, justement. En fait, il disait pour les paysans. Pour les paysans, en fait, en utilisant ce terme comme une insulte, plaisir. En fait. Et c'était se dégrader, aller faire n'importe quoi. C'est ça, c'était dans le but de dégrader le métier, en fait, et même juste le milieu.
Et même avec mes amis en fait, avec qui je rigolais bien, en fait, quand je suis rentré dans le lycée professionnel, justement, ils ont dit « Ah, t'es dans un lycée de paysans ». Et quand il y a eu les portes ouvertes, je les ai invités à venir. Oui. En fait, ils ont vu que c'était en fait, l'envers du décor, qu'on était dans un lycée qui était super, qui était très bien. Et ils sont venus. Ils sont venus. Bravo. Et, j'ai même mon meilleur ami qui est venu avec moi une semaine en stage et on a très bien rigolé. Et il a vu en fait que les stages qu'on avait, c'était pas forcément en fait tous en côte, en botte ou quoi que ce soit, et qu'en fait on avait plein, que malgré le fait que j'étais en agricole, qu'on avait plein de facettes du métier. Vous avez réussi à emmener votre meilleur ami dans une exploitation pendant une semaine? Alors pendant non, quelques justement, jours. moi j'étais pas en exploitation, mais j'étais en vente avec un producteur laitier D'accord. direct pour du fromage. D'accord. Bah bravo, gardez son contact parce qu'il va nous servir plus tard. Bravo, non mais bravo monsieur, bravo. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres réactions, d'autres questions autour de cette thématique? Stéphanie, alors, il y a la dame d'abord et puis monsieur là-bas, on vous a vu, hein. Pas de problème. Je vous en prie, allez-y, présentez-vous en une seconde s'il vous plaît. Ok, alors moi je suis. Parlez bien dans le micro. Je travaille pour les JA, donc j'ai la partie agricole, mais j'ai fait d'abord un bac S et vraiment je venais d'une petite ville. Et clairement, c'est rare de trouver des professeurs en éducation générale qui orientent vers l'agriculture et qui sont ouverts au milieu agricole. Et qui s'y connaissent parce que du coup moi j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui m'ont aidé à m'orienter vers l'agriculture et ensuite faire un BTS production animale. Mais c'est rare, vous dites. Oui, c'est hyper rare et du coup je rejoins Gilles sur le fait que souvent les jeunes sont intéressés mais leur premier frein c'est soit les professeurs soit les personnes dans la famille, l'entourage, clairement, parce que soit on a des vocations, mais qui sont douchées par l'environnement. Je pense qu'en fait, l'agriculture, c'est comme un métier dans le bâtiment, par exemple. On va nous dire que une image un peu dégradée. Voilà, c'est une image très dégradée. Un paysan, quelqu'un de bourru, qui va être tout seul, qui va pas avoir de vacances, qui sent mauvais. S'il a une femme, c'est bien. Parce que moi, je me lave pas. Oui, c'est ça. Je le savais, je l'ai senti. Ouais. Mais clairement, c'est ça. Et moi, maintenant, je travaille avec les agriculteurs, donc ils ont la chance de certains pouvoir se dégager du temps et voir d'autres instances. Donc ça, c'est très très bien. Mais d'autres, c'est vraiment très compliqué. Et donc, il y a toujours cette vision-là de l'agriculture dans une partie de la société qui est est presque millénaire. Stéphanie, il y avait une main qui s'était levée là-bas, monsieur. Oui, je vous en prie. On va... Après, je reprends vite. Jean-Baptiste. Comment on va enseigner à nos enfants l'agricole alors que les profs ne le savent même pas? C'est tout le débat. C'est ça. Comment on peut faire changer les choses? Je vous ferai tous réagir. Après, sinon, on fait des écoles pour les profs. Oui, à part emmener les non, mais profs je dis, là, on parle de l'agricole, mais c'est dans plein d'autres domaines. Ou alors, on leur envoie vos vidéos. Oui, voilà. C'est déjà une première. Non, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. Je vous en prie, monsieur. Bonjour, moi je m'appelle Erwan Van Poek. Je suis fils d'agriculteur. Puis au collège, j'étais en un collège privé. Et surtout dans les dernières années, quand les fils d'agriculteurs ou ceux qui étaient dans le monde agricole, qui sont partis directement en branche, en troisième agricole, moi j'ai vécu le truc que les gens me traitaient de pollueur, c'était carrément de l'agribashing sur moi. C'est vrai? Et les profs, moi comme je suis en conventionnel, les gars, et puis où je travaille au sol, les profs ils enchérissent et c'était... Vous avez été stigmatisé, on va dire ça, pour pas dire un autre mot. Surtout en quatrième. D'accord. Oui, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais le harcèlement, ça existe beaucoup. Hein. Carrément. Moi, j'étais fils de paysan dans un collège où j'étais le seul. Moi, il y en était deux. Mais c'était, t'es un cutéreux, tu pues, alors que je prenais une douche comme toi, mais le harcèlement, ça existe beaucoup. Ah oui. Ça, c'est extrêmement intéressant. J'imaginais pas que ça allait sortir de nos débats. Est-ce que c'est partagé encore ou est-ce que c'est quand même limité? Si vous avez des témoignages là-dessus, n'hésitez pas à nous le dire. Oui, monsieur Méniori, on s'y attendait pas. C'est quand même extrêmement étonnant. Je vous en prie. C'est l'enseignement technique en France qui est dévalorisé. Ça commence à aller mieux. Moi, je donne un exemple. Un jour, moi, je suis né dans une ferme familiale, auprès de Vitré. Je reçois un jeune. Il était maçon. Il me dit, pouvez-vous m'aider? Je ne veux pas rester maçon. Je veux être comptable. Mais je lui dis, il y a plein de petites entreprises à prendre. Il me dit, mais non. Je dis, mais pourquoi? Il dit, quand je vais au bal et que je danse, en général avec une fille,
et qu'elle me dise « Qu'est-ce que tu fais, toi ?» Si je dois répondre maçon, j'ai 2 chances sur 3 qu'elle ne refasse pas une danse avec moi. Ça m'avait tellement frappé que lorsque j'ai été président du département d'Ille-et-Vilaine, j'ai décidé avec la Chambre des métiers de rapatrier le centre de formation d'apprentis qui était route de Lorient dans des bâtiments préfabriqués, de le mettre au milieu des écoles d'ingénieurs et de l'appeler faculté des métiers. Que n'ai-je reçu du président très progressiste de Rennes 2 ? Monsieur le Président, si vous osez appeler faculté un centre de formation d'apprentis, c'est vraiment que vous voulez humilier l'université française. Une semaine après, je reçois avec la Chambre des métiers du rectorat d'académie une lettre. Vous n'avez pas le droit d'utiliser le mot faculté, qui donne de la considération aux jeunes. Vous avez 15 jours pour le supprimer. Vous savez ce qu'on répond ? Merde. Donc il faut savoir frapper le poing sur la table, parce qu'il y a encore dans le corps enseignant cette dévaluation des métiers techniques en général. Donc merci pour votre message, vos messages. Merci à vous. C'est vrai qu'on le sent qu'il y a encore ça. Et c'est important ce que vous avez dit, Jean-Baptiste, monsieur aussi, madame, cette dévaluation qui est là. Sauf s'il y a des prises de parole qui veulent intervenir, n'hésitez pas, donnez-nous votre constat et vos idées. Moi, j'ai envie de faire un dernier tour de piste, parce que l'heure a tourné. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour changer les choses ? On a besoin de main-d'œuvre, on a besoin d'être vu différemment par la société, on a besoin de renouvellement. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous êtes jeune et moins jeune, je parle pour Gilles. Quelles sont vos idées, Jean-Baptiste ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Évidemment, communiquer, mais communiquer comment ? Auprès de qui ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, par exemple, sur ma ferme, ce qui aide beaucoup, c'est les marchés. La vente les marchés, aller sur les marchés, vous voulez dire ? Ouais. Nous, on fait de la vente directe depuis, ça fait 80 ans, c'était mon arrière-grand-père, c'était mon grand-père, là, c'est mes mes parents. Depuis 80 ans. Ils sont le même marché depuis 80 ans. Et ça aide beaucoup, parce que les gens, quand ils achètent, par exemple, un rôti, ils disent, c'est quoi ? Ça vient d'où, vraiment ? Donc, je leur dis, venez à la ferme, venez visiter, vous voyez ce que vous mangez, et voilà. Et je pense que c'est une bonne façon de communiquer. Parce que, par exemple, si la laiterie vient chercher ton lait dans ton tank, il est parti, puis basta, quoi. Personne ne sait où il est parti, puis voilà. C'est clair. Si après, il y a des responsabilités, mais voilà. Louis ? Alors moi j'ai la chance d'avoir ma sœur qui est en études pour faire professeur des écoles, donc elle est en master. Donc elle est liée au monde agricole aussi par nos parents, nos grands-parents, par la ferme familiale, mais pour autant en fait elle constate que on ne parle pas du tout d'agriculture et elle est là pour enseigner. On parle pas d'agriculture où ? Dans son enseignement ? Dans sa fac, en licence, en master. D'accord. Donc on est sur des personnes qui sont formées pour éduquer nos jeunes, pour faire le primaire, le collège, mais qui ne sont pas du tout renseignés. Et les seules brides qu'il y a, c'est apprendre comment parlent les paysans avec du patois ou du compagnie. Non. Donc c'est vraiment très... C'est ça ? Oui, c'est ça. Et c'est ils nous voient comme des gens qui parlent différemment du français, quoi. Qu'elle constate en fait un truc, on en parle le week-end à la maison. Vous en rigolez, mais on en rigole, c'est terrifiant, quoi. C'est un décalage énorme entre ce qui se passe dans nos vies, nous, d'agriculteurs ou du monde en général, et puis ce qui est éduqué. Donc, pour moi, ça passe... Il faudrait déjà former les enseignants. Voilà, c'est déjà ça. Qui sont hors de l'enseignement. Mais c'est extrêmement agricole. Intéressant ce que vous dites. Vraiment, là, on voit l'ampleur du problème. Sébastien. Ça va venir, normalement, il doit l'ouvrir là-bas. Bouge pas. Fais pareil. Voilà. Au-delà de la communication, comme je rejoins un peu Louis, il faut commencer déjà... dès l'éducation à déjà parler positivement de l'agriculture et qu'on ne soit pas dénigré comme on l'est là. Et en fait, mais comment on fait concrètement ? Parce qu'on est tous d'accord là-dessus, il ne faut pas qu'on soit dénigré. Mais qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses ? Il faut en parler positivement à l'éducation, quoi. Dès le plus jeune âge. Voilà, ouais. Et déjà, ça changerait des choses. Accueillir des classes, évidemment, c'est ce qu'on dit tout le temps. Un agriculteur, on en a besoin plusieurs fois par jour pour manger. Donc oui. C'est quand même très important. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'a oublié. On peut s'appuyer sur ce message-là. On vous nourrit, quoi. Ouais, je pense, ouais. Hugo, on ne demande pas une recette, mais dis-nous ton sentiment. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses ? Pour améliorer les choses, la communication vers le monde
extérieur, on va dire. Oui. Ça va aider, mais le problème de main-d'œuvre est lié dans tout corps de métier. Tout corps de métier recherche du monde. Oui, il n'y a pas que l'agriculture qui a besoin de main-d'œuvre. Il n'y a pas que l'agriculture. Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce qui. Oui, la communication va aider pour l'image de l'agriculture, mais ça ne changera pas tout, quoi. Ouais, ça ne changera pas le problème de main-d'œuvre, c'est ce que vous nous dites. Sans doute pas évoluer. Ouais. Est-ce qu'il faudrait, je dis n'importe quoi, plus de salaire? Est-ce qu'il faudrait faire des campagnes de promo en se disant on est mieux que le bâtiment? J'en sais rien. Ouais, peut-être. Le salaire, ça peut aider. Comme disait Perrine, le problème de les charges d'électricité, eau, tout ça, tout qui a augmenté. Donc oui, c'est sûr, ça va aider, mais c'est peut-être pas non plus il faut le seul remède, quoi. Ouais. Pauline? Ben, moi, je pense pareil. C'est au niveau des enfants, principalement, qu'il faut intervenir dans les écoles. Parce qu'ils ne sont pas du tout informés, ça c'est vrai. Moi, quand j'étais au collège, on n'en parlait pas. Et là, Petite question subsidiaire avant que vous poursuiviez. Est-ce que vous avez été critiqué, stigmatisé, comme l'ont dit plusieurs personnes? Oui, on était 3 dans ma classe à être du monde agricole. 2 principalement se cachaient. Moi, je me cachais un peu moins, puisque voilà, j'en Oui, étais vous fière. êtes fiers, vous avez toujours voulu reprendre depuis vos 9 mois. Ouais. Et c'est vrai que du coup, on était toujours jugés. C'est vrai. Ça, je te coupe vite. Et dévalorisé. On peut demander à n'importe quel fils de paysan ou écolien, c'est tout le monde. Tout le monde a été jugé quand il était jeune, quoi. Et c'est marrant parce que ça fait des années que je fais des débats agricoles. C'est la première fois qu'on me dit ça. Non, ça, c'est pas vrai, ça. C'est vrai? Non, c'est vrai. C'est la première fois que cette idée-là ressort. Non, on peut donner le micro à tout le monde. Hein. Ouais. Tout le monde le dira. Et ben ça, c'est extrêmement fort, faire plaisir, extrêmement intéressant. Je suis pas sûr que nos dirigeants, nos chefs dans tous les domaines, syndicaux, politiques, aient bien conscience de ça. Et du coup, pour changer les choses, quelles sont vos bonnes idées, Pauline? Intervenir dans les écoles. Là, je vois cette année, ma sœur est encore au collège. Et donc, l'année dernière, elle a eu une intervention sur l'agricole. Et donc, quand elle m'a dit ça, j'étais contente. Parce que moi, quand j'étais au collège, on n'a jamais eu ça. C'est la première fois que ça arrive dans ce collège-là. Donc, j'espère que ça va poursuivre. Et c'était une bonne intervention ou une intervention négative? Eh ben, elle y a été, puisqu'elle est née aussi dans l'agricole. Et elle a été voir quand même pour voir comment ils en parlaient. Et ils en parlaient positivement. Donc, il va falloir que ça évolue donc, ça peut bouger dans les écoles. Gilles, vous avez un regard, une expérience là-dessus. Même question, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour changer les choses? Je l'ai dit tout à l'heure et on l'a amorcé dans le département. Le seul inconvénient, je prends l'exemple du Finistère, il y a 110 collèges. Une génération de collégiens de 4e, si on veut toucher un cycle du collège, c'est 4 ans. Si on veut faire un face-à-face élève dans chaque classe, il faut des professionnels qui sont en capacité de parler, non pas d'un métier, mais de l'ensemble des métiers de cette filière-là. Ça demande du temps. Qui le fait? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est des gens qui travaillent dans les services? Est-ce que c'est des exploitants dont ce n'est pas le métier forcément? Ils peuvent intervenir en tant que témoins, mais ce n'est pas des professionnels systématiquement de la communication. Oui. On a touché 3000 élèves l'année dernière en collège dans le Finistère. Et pour rejoindre ce qui a été dit aussi tout à l'heure, on rentre assez facilement dans les collèges ruraux, on rentre beaucoup plus difficilement dans les collèges urbains. Donc on n'arrive pas à rentrer dans les collèges de Brest, où c'est anecdotique. On n'arrive pas à rentrer dans les collèges de Quimper, où c'est anecdotique. Par contre, on rentre assez facilement dans les collèges ruraux. Et ce qui nous intéresse dans la démarche qu'on a mis en place avec la Chambre d'agriculture, les JA et d'autres partenaires, c'est que les collèges avec lesquels on travaille, en fait, on sème une petite graine. On commence, et c'est souvent des affaires de personnes. On touche encore relationnel à l'humain, des affaires d'individus. Vous faites une rencontre improbable d'un enseignant un peu plus curieux que les autres et qui va vous dire « Ah ouais, c'est pas con ça. Tu vas rentrer et vous allez parler des métiers en rentrant par l'alimentation, en rentrant par des chemins de traverse. » Et la deuxième chose, c'est, je reviens aux médias. Moi, je refuse. Je suis contre contrôler les articles des médias. Hein. C'est pas ça que je vais dire, mais j'en ai ras-le-bol. Mais alors, ras-le-bol de voir écrit dans la presse l'agriculture manque de bras. Je trouve ça, mais dévalorisant. Oui, on manque de personnel. Oui, il faut renouveler les générations. C'est le mot bras qui vous gêne? Mais le mot bras, je trouve ça d'un raccourci. Mais les bras ne fonctionnent intelligemment que s'il y a un cerveau pour les contrôler. En agriculture aujourd'hui, si vous n'avez pas de cerveau, vous êtes planté. Bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est de la communication positive. Moi, je trouve ça, le raccourci, l'agriculture manque de bras. Mais l'agriculture manque de bras, l'artisanat, tous les métiers du bâtiment, etc. Ils manquent tous de bras. On est sur un secteur concurrentiel. Et sur un secteur concurrentiel, il faut être capable de se démarquer.
Et pour se démarquer, il faut être vu. Donc il faut être droit dans ses bottes, montrer ce qu'on fait. On va prendre des coups, c'est pas grave. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, non? C'est ça? Il faut continuer. On n'a pas d'autre option que de continuer. L'avenir de l'agriculture n'est pas dans l'agriculture. Un élève sur 2 dans les établissements agricoles aujourd'hui est non originaire du milieu agricole. Ah oui. Un sur deux vient de l'extérieur. 50% des élèves en établissement de formation agricole dans cette région sont non originaires du milieu. Ça prouve quand même qu'il y a une certaine appétence pour l'orientation vers le secteur agricole. Sinon, ces 50%-là, ils seraient partis ailleurs. L'important, c'est de trouver dans tous les jeunes qui sont là, et il y en a ici, aussi bien du côté des salariés que des exploitants, des personnes qui prennent le flambeau et montrer des gens heureux, des gens contents, positifs, qui croient qui ont la niaque, qui ont envie et qui défendent leur profession. C'est tout. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci. Merci à toutes et à tous. C'était extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi ce débat. On peut les applaudir, en effet. Merci beaucoup. Au revoir.